je je vais effectivement me présenter, hein, donc Jean-Yves Deléchéneau, SMAC l'assurance, Société Mutuelle Assurance des collectivités locales. Ça fait, maintenant bientôt 30 ans que je travaille à la SMACL. J'ai eu un parcours principalement, axé sur la gestion des sinistres de responsabilité. J'ai également été responsable, hein, du pôle de la responsabilité administrative et civile. Et aujourd'hui donc, j'ai changé de fonction puisque, je réalise des interventions, sur toutes les questions de responsabilité, que ce soit celles des collectivités locales, mais aussi des associations, pour justement, d'abord faire un retour d'expérience, des propres vécus, nous en tant qu'assureurs, hein, au travers des dossiers sinistres qu'on l'on peut avoir en gestion et qui vous concernent. Et puis, deuxièmement, bien évidemment, pour, comme le disait à l'instant, monsieur Figueras, pour faire de la prévention, prévenir, les risques de sinistres et notamment les risques de mise en cause. Alors, petite précision sur la SMAC. La SMAC, c'est à l'origine donc une mutuelle qui a été créée en 1974 par des élus, pour des élus, donc pour l'assurance des élus et pour l'assurance des collectivités locales, hein, pour répondre à leurs besoins en matière d'assurance. Mais nous assurons également un certain nombre d'associations, puisque nous sommes pas loin d'avoir un portefeuille de 70 000 associations en termes de contrats d'assurance souscrits auprès de la SMAC. Quand je dis association, c'est vraiment, tout niveau, c'est-à-dire que c'est aussi bien, la petite association locale, le petit club local, de jeux de cartes par exemple, mais ça va aussi jusqu'à, des grosses fédérations sportives puisque, nous assurons depuis maintenant, 2012, donc vous voyez ça fait bientôt 10 ans parce qu'on a récupéré à nouveau, le contrat depuis peu. Nous assurons la Fédération française de judo. En ce qui concerne la SMAC, nous avons la triple certification, qualité de service, développement durable et puis, sécurité et santé au travail, et ce, là encore, depuis 2012. Et j'ajouterai un dernier point, nous avons également, le label diversité, hein, que nous avons eu à la même époque, et donc ce label diversité, voilà, c'était quelque chose d'important pour nous puisque ça retranscrit aussi bien évidemment, les valeurs, d'une mutuelle, mais au-delà de ça, les valeurs de la SMAC. Alors aujourd'hui, le propos, c'est, celui d'aborder la question, des responsabilités des associations et de leurs acteurs. Et c'est vrai que néanmoins, quand on saisit son assureur, c'est qu'il y a eu une difficulté et que cette difficulté a pu ou a donné lieu, à, une reconnaissance de responsabilité, de l'association ou un de ses acteurs. La SMACL, a, mis en œuvre et ça depuis maintenant, plus de 25 ans, ce qu'on appelle l'Observatoire des risques des collectivités locales et des associations. C'est un site d'ailleurs, enfin c'est un site sur lequel vous pouvez aller gratuitement d'ailleurs, hein. Le lien se trouve sur le site de la SMAC, hein, sur la page d'accueil de la SMAC, vous pouvez voir ce site. Et donc, l'Observatoire des risques des collectivités locales, en clair, c'est une veille juridique, qui, donc s'adresse aussi bien aux collectivités locales, à leurs élus, mais aussi aux associations, et qui va aborder aussi bien les questions d'évolution réglementaire et législative qui peuvent concerner principalement les collectivités, mais aussi encore une fois les associations, de même que des exemples de jurisprudence qui peuvent être rendus, donc dans l'actualité tout simplement juridique, hein, des décisions récentes de jurisprudence qui peuvent être rendues sur les questions de responsabilité. Alors voilà un petit peu le sommaire, de cette intervention, hein. Moi, ce que j'aborderai donc au travers, cette présentation, c'est finalement une petite vision, de ce que nous on a en déclaration de sinistre qui concerne les associations, sur les principaux risques donc, qui touchent une association en matière de responsabilité, de même que ses acteurs. Je vous donnerai, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelques repères aussi sur les notions de responsabilité, pour les associations et leurs acteurs, hein. Je crois que c'est important d'expliquer, notamment ce qu'est la responsabilité civile et la responsabilité pénale parce que les objectifs ne sont pas du tout les mêmes.
et donc il faut le savoir pour se protéger en conséquence. Et puis au-delà de ça, simplement vous expliquer comment fonctionne également la responsabilité, pénale ou civile, d'une association. Et puis je vous donnerai, après ce rappel succinct des règles, je vous donnerai, quelques exemples, de dossiers que nous avons eus en gestion, aussi bien sur la responsabilité civile que la responsabilité pénale, pour enfin terminer sur la question de la couverture d'assurance, même si je l'aborderai en même temps, tout au long de mon propos. Quels sont les principaux risques, en matière de responsabilité? Quels sont les principaux sinistres? Voilà un petit peu le schéma, nous, des principaux, risques de responsabilité, que nous avons en gestion concernant, une association. Alors les 1ers, hein, si on part du haut, bien évidemment, c'est tout ce qui est dommage subi par un adhérent d'une association. L'autre situation, qui est également importante, c'est les dommages subis par les bénévoles. L'autre situation que l'on a aussi, c'est les dommages subis par un participant. Entendez par là un spectateur quand vous organisez une fête, une manifestation, un spectacle. Donc cette personne n'est pas adhérente, elle n'est pas bénévole, mais elle assiste au spectacle et elle est blessée à cette occasion. Voilà, ça, je dirais que c'est les 3 situations que l'on rencontre le plus souvent et où là, la question principale est celle de l'indemnisation, des personnes qui ont été, qui ont subi un préjudice, qui ont subi un dommage. Et les deuxièmes situations que l'on rencontre, qui sont à gauche, qui sont beaucoup plus rares, ce sont des mises en cause pénales. Mises en cause pénales à la suite notamment d'un accident grave. Alors, quand on parle de responsabilité, il faut entendre 2 types de risques. Le premier type de risque de responsabilité, le plus courant, c'est le risque de responsabilité civile. L'objectif ici, de cette responsabilité, c'est d'indemniser la victime. C'est l'objectif prioritaire. Donc on va, indemniser la victime à la suite du dommage qu'elle a subi dès l'instant où, encore une fois, il y a une responsabilité de l'association. Hem Et il faut faire attention parce que dans cette première situation, les enjeux peuvent être parfois très lourds. On le verra d'ailleurs au travers des dossiers que je présente, d'où l'importance d'être bien assuré en responsabilité civile. La deuxième, le deuxième type de risque auquel vous pouvez être confronté, ce qui rejoint un petit peu mon propos précédent, hein, c'est la question de la responsabilité pénale, de l'association ou, des personnes, qui la composent. Heu et ici, l'objectif principal, ça va être de sanctionner, l'auteur de l'infraction. Donc ça suppose qu'il y ait une infraction qui soit expressément prévue par le code pénal ou un autre texte spécifique. Mais l'objectif ici, c'est de sanctionner un comportement qui est prohibé par la loi. Comme on dit, vous allez devoir payer votre dette à la société. Donc ici, l'objectif n'est pas le même, hein. C'est vraiment, on va réprimander et on va réprimer même. Et la sanction, ça peut être une amende. Donc là encore, on retombe sur, on va dire, une sanction financière, mais ça peut être aussi, une condamnation à une peine d'emprisonnement, voire pour les élus, ça peut être aussi, une interdiction, d'exercer des fonctions publiques ou une interdiction, tout simplement, d'éligibilité. Donc en clair, ce sont 2 types de responsabilités qui sont, indépendantes l'une de l'autre, même si parfois le juge pénal peut être amené à se prononcer sur des intérêts civils, en cas de constitution de partie civile, mais ce n'est pas toujours le cas et donc on peut avoir 2 actions différentes, comme on peut avoir une action, par exemple une action civile, hein, ce sera la principale, action, sans pour autant qu'il y ait eu, à côté ou avant, une action pénale. Voilà. Donc il faut savoir que, ces deux types de responsabilités ne visent pas le même objectif et ne fonctionnent pas de la même façon, de sorte que vous pouvez vous retrouver exposé à l'une ou l'autre ou les 2. Voilà. Donc c'est important, de se protéger, face à ces 2 risques, d'autant plus important en matière pénale que, le risque en matière pénale, c'est aussi en termes d'image.
au-delà de la condamnation pénale auquel vous pourriez vous exposer, c'est aussi en termes d'image, puisque ben voilà, ça fait pas mauvaise presse, ça fait pas très bonne presse, pardon, aujourd'hui, de se retrouver qu'une condamnation pénale. Et bien évidemment, on le sait aujourd'hui, hein, avec la multiplication et la judiciarisation de notre société, mais aussi la part de plus en plus importante des médias et des réseaux sociaux, ça peut derrière avoir un impact non négligeable pour l'image de votre association. Donc, c'est important de se protéger face à ces deux risques. Alors, qui supporte les risques? On va passer tout de suite au slide, merci. Alors, en fait, et c'est vrai que ça, je dirais que c'est une ligne de conduite classique. En matière de responsabilité civile, tous les acteurs de l'association peuvent être exposés à un risque de responsabilité civile. La première personne dont la responsabilité peut être engagée, c'est l'association elle-même, en tant que personne morale. C'est vrai que classiquement, c'est d'abord la responsabilité de cette association que l'on va rechercher. Donc, après, les hypothèses sont multiples, hein. On peut avoir un dysfonctionnement de son activité, on le verra, je présenterai des exemples, mais ça peut être tout simplement aussi parce que l'association est propriétaire ou à la garde d'un bien et que ce bien a occasionné un dommage, un accident à un adhérent ou à une autre personne. Et puis, je ne sais pas si c'est votre cas ici, mais il y a des associations qui disposent de salariés et dans cette hypothèse, c'est aussi l'association qui sera responsable des agissements de ses salariés. Hein, c'est ce qu'on appelle la responsabilité du commettant à l'égard de ses préposés. Donc, la deuxième personne dont la responsabilité peut être engagée, c'est l'adhérent lui-même. C'est pas parce que l'adhérent participe à une activité qui est organisée par l'association qu'il n'est plus responsable de quoi que ce soit. Un adhérent est tout à fait responsable et doit répondre de ses actes. Donc, il peut engager à ce titre-là sa responsabilité civile personnelle. Troisième personne dont la responsabilité personnelle peut être engagée, celle du bénévole. Là encore, c'est pas parce que le bénévole intervient dans le cadre de l'activité de l'association qu'il n'a pas de responsabilité personnelle. C'est même plutôt le contraire. Dès l'instant où le bénévole est à l'origine d'un accident, de par son propre fait, c'est sa responsabilité personnelle qui sera également engagée. La seule hypothèse où ce sera la responsabilité de l'association qui pourra reprendre le dessus, si je puis dire, c'est dans l'hypothèse où l'association s'est presque placée dans une situation de responsable hiérarchique à l'égard du bénévole, c'est-à-dire qu'elle lui donne des ordres dans le cadre de l'activité. Donc le bénévole, cette fois-ci, il intervient toujours bénévolement, mais l'association lui dit, voilà, vous allez travailler sur telle situation, vous allez respecter tel, tel, pardon, tels ordres, si je puis dire, que je vous donne. Voilà, vous devez respecter le trajet, vous devez respecter l'organisation, et donc dans cette hypothèse-là, l'association s'est placée comme un employeur finalement. Et dans cette hypothèse, on va dire que c'est la responsabilité de l'association qui est engagée parce que le bénévole a la qualité de préposé occasionnel. Voilà. Mais ça reste l'exception. Ça, c'était notre approche responsabilité civile. Maintenant, en ce qui concerne la responsabilité pénale, bah, j'ai envie de dire, on reprend les mêmes et on recommence. C'est quasiment la même situation, même si les règles sont différentes. Mais c'est vrai qu'en matière de responsabilité pénale, la première personne qui porte le risque de responsabilité pénale, c'est l'association. Le code pénal prévoit expressément la possibilité de rechercher et d'engager, de retenir la responsabilité pénale d'une personne morale, qu'elle soit de droit public ou de droit privé. Donc, que ça soit une commune, un département, une association ou une autre structure privée, par exemple une entreprise, la responsabilité pénale d'une personne morale peut être engagée. La seule personne morale dont la responsabilité pénale ne peut pas être engagée, c'est l'État. Et pour les autres, c'est possible. Et ici, pour que la responsabilité pénale d'une association soit engagée, il suffit de démontrer une faute simple de la part de ses organes dirigeants ou représentants. Euh, donc, quand je parle de faute simple,
ça peut être une négligence, ça peut être, une faute positive, on va dire aussi. Ça peut être le non-respect d'une règle de sécurité prévue par la loi ou un autre texte. Ça peut être une imprudence. Voilà, c'est très large, hein. Vous êtes au volant de votre véhicule, vous ne respectez pas un stop et vous provoquez un accident, de circulation, vous renversez un cycliste ou un piéton, par exemple. Vous êtes à l'origine directe de l'accident. Ici, il faudra une faute simple. Une faute simple sera suffisante pour, retenir votre responsabilité pénale. Par contre, et c'est souvent l'hypothèse qui est développée quand il s'agit de mettre en jeu la responsabilité pénale d'un président d'association, c'est plutôt vous êtes à l'origine indirecte. C'est-à-dire que en clair, vous n'êtes pas à l'origine directe de l'accident, mais indirectement, vous avez contribué à son accident, à sa survenance, parce que vous n'avez pas pris de décision ou au contraire, vous avez pris des décisions insuffisantes qui n'ont pas garanti la sécurité, qui sont à l'origine indirecte de l'accident. Euh, alors, dans cette dernière hypothèse, il faut ce qu'on appelle une faute qualifiée, c'est-à-dire une faute grave, hein. C'est plus la faute simple, c'est beaucoup plus lourd. Il faut une faute grave. S'il n'y a pas de faute grave, il n'y a pas de responsabilité pénale du président. Voilà. Et puis, je ne l'ai pas mis sur le slide, mais les autres personnes dont la responsabilité pénale peut également être retenue, c'est n'importe quel autre particulier, hein, qui fait partie de l'association. Donc, ça peut être à nouveau un adhérent, ça peut être un participant aussi, qui peut voir sa responsabilité pénale engagée, puisque finalement, cet article du Code pénal, hein, 121-3 du Code pénal, s'adresse en réalité à la responsabilité des particuliers. Donc, c'est n'importe quelle personne, finalement, hein, les règles sont les mêmes, que ce soit un particulier, un élu d'ailleurs aussi, ou, un président d'association. Voilà, d'accord. D'où l'importance, encore une fois, de bien se protéger. Et quand on dit bien se protéger, c'est bien évidemment d'une part avoir un contrat de responsabilité. Et souvent, dans ce contrat, il y a une autre garantie qui est importante, qui est la garantie frais de défense ou défense, tout simplement. Et cette garantie, en fait, elle couvre tous les frais d'avocat que vous pourriez être amené à devoir payer pour justement assurer votre défense en cas de mise en cause. Le premier exemple, c'est un dossier sinistre qui concerne justement un comité de jumelage qui est issu d'une décision de justice et que donc je vais vous présenter. Alors, ce premier exemple de dossier, ça s'est passé en Allemagne en fait, pour tout dire. Donc, c'est un comité de jumelage qui organise un échange, enfin un voyage linguistique avec des adolescents, et donc qui emmène un groupe d'adolescents en Allemagne. Et à cette occasion-là, dans le cadre des activités qui sont proposées, il est décidé de leur faire participer à une activité de luge d'été. Donc, les personnes emmènent les enfants dans ce parc spécialisé et les adolescents s'installent dans les luges. C'est vrai qu'à un moment, il y a une première petite difficulté, c'est comme les adolescents avaient leur sac à dos, il y a eu une première luge où donc ils étaient deux par luge et il y a une adolescente qui avait pris finalement une bretelle de son sac à dos, s'était pris dans la manette de frein de la luge d'été. Et donc, du coup, bon, c'est un incident qui n'avait pas eu de conséquences. Et donc, l'activité a reprise. Et là, il s'avère qu'après quelques tours, à nouveau, un groupe une équipe d'enfants, donc, a à nouveau pris son sac à dos dans la manette de frein. Ils sont donc arrêtés, mis en travers de la piste, plus ou moins. Et à ce moment-là, il y a une deuxième luge qui est arrivée et la deuxième luge a heurté la première luge et donc une des occupantes de la luge a été blessée. Et donc s'est posée la question des responsabilités dans cette affaire, sachant que la, la victime, ses parents avaient souscrit une garantie individuelle accident. Et donc, il y a un assureur qui avait d'abord indemnisé la victime et qui s'est ensuite retourné contre l'association, estimant que celle-ci avait finalement commis une faute. Alors ça, c'est le schéma classique, c'est un petit peu,
on va dire que c'est simple, mais en même temps c'est juridique, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est vrai qu'en matière de responsabilité, on dit toujours, pour qu'il y ait responsabilité, il faut un dommage, une faute et un lien entre le dommage et la faute. Ça veut dire que quand vous organisez comme ça une activité, bah, vous devez vérifier tout ce qui est fonctionnement, tout ce qui est organisation, tout ce qui est surveillance, pour justement garantir la sécurité des personnes qui participent à cette activité. Faute de quoi, la responsabilité de l'association sera engagée. Donc là, très concrètement, pour l'association comité de jumelage, ça voulait dire qu'il fallait même si l'association n'était pas propriétaire des installations, puisque là, en l'espèce, elle était dans le cadre, les installations appartenaient à l'exploitant du parc. Donc, l'association n'était pas en tant que telle propriétaire de ces installations, mais pour autant, les juges considèrent qu'elle doit en garantir la fiabilité et la sécurité. Donc, en clair, l'association doit s'assurer que ça fonctionne correctement. L'association doit également rappeler les consignes de sécurité auprès des membres ou des adhérents, participants ou autres personnes finalement, qui participeraient à l'activité. Donc, rappeler les consignes de sécurité, les informer sur les risques de l'activité, et puis s'assurer effectivement, en fonction du public, que les personnes sont en capacité d'utiliser, on va dire correctement, le matériel et qu'ils sont en capacité d'anticiper les risques. Les juridictions ont condamné l'association au titre de sa responsabilité civile à indemniser. Alors ici, c'était pas les victimes directement, c'était l'assureur qui avait finalement indemnisé lui la victime. Voilà. Donc c'est pour. Alors en plus, précision, on était en Allemagne. Il y avait des panneaux qui indiquaient clairement par des sigles très 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 clairs, hein, les consignes de sécurité, mais il y avait également des annotations en allemand, bien évidemment, euh, et la question aussi de la retranscription de l'information et des consignes de sécurité en allemand s'est posée pendant les débats devant cette juridiction, hein. Donc l'association a été également coincée parce que, bah, bien évidemment, tout ça se fait finalement oralement, et c'est vrai que voilà, on va dire que c'est du bon sens aussi. On pense pas à faire un écrit quand on retranscrit comme ça des consignes de sécurité, mais voilà, c'est important en tout cas d'avoir cet exemple en tête parce que euh, ce qu'il en ressort, c'est que vous avez cette obligation de sécurité et vous devez être attentif pour prévenir tout risque d'accident lorsque vous organisez une activité. Voilà. Alors, euh, précision que je n'ai pas dit d'entrée, vous voyez, on est en Allemagne, on pourrait être ailleurs, hein, peu importe, mais les règles qui s'appliquent, ce sont les règles du droit français, hein, puisqu'on recherche la responsabilité de l'association. C'est-à-dire en clair, quel que soit l'endroit où l'association organise l'activité, ce sera les règles de responsabilité civile du droit français qui s'appliqueront même si on est à l'étranger, hein. La seule hypothèse où on n'applique pas les règles du droit français à l'étranger, c'est en matière d'accident automobile. Lorsqu'on a un accident automobile à l'étranger, ce sont les règles du territoire concerné, donc du pays concerné où a eu lieu l'accident qui s'appliquent. Trois exemples de responsabilité civile. Euh, Si vous n'avez pas de questions par rapport à ce que je viens de vous dire, je vous présente des C'est exemples de. Oui, uniquement par rapport à ces indemnités qui sont conséquentes quand même, hein, oui, on ne oui, oui. rend pas compte. Est-ce qu'il y a des cas où, en cas de responsabilité, quel que soit l'acteur, il peut indemniser sur ses deniers personnels ou son patrimoine? Eh bien, s'il n'est pas assuré, tout simplement, Ah, première hypothèse. Ou la deuxième hypothèse qui est très rare, mais qui concernerait un accident. Alors, on ne serait plus vraiment sur un accident en tant que tel, c'est le cas où la personne aurait commis un fait volontaire. Donc,
Le premier, c'est, voilà, un comité des œuvres sociales, hein, qui avait organisé une guinguette et là encore, suite à un coup de vent, assez important, finalement, il y a une partie, des Tivoli, du Barnum plus exactement, qui s'est envolée et qui est retombée, sur, les participants, de la guinguette et qui en a blessé grièvement, alors il y a eu 30 blessés dans ce dossier, dont, 6 quand même, très gravement et 3 dont le pronostic vital était engagé quand même, hein. Donc, vous voyez, hein, c'est pas neutre. Hem, je veux d'abord un petit peu vous faire un topo très simple et très rapide en matière de responsabilité pénale. Bien évidemment, souvent, ce à quoi on pense, c'est, l'accident grave, voire le décès, et donc qui entraîne derrière une mise en cause pénale. Et là, on est sur ce qu'on appelle des atteintes involontaires à l'intégrité physique. Ce sont les infractions d'atteinte involontaire à l'intégrité physique. Vous en avez 3, en fait, j'ai mis les 2 principales, mais vous en avez une troisième. Donc c'est homicide involontaire en cas de décès, blessure involontaire et puis vous avez la mise en danger de la vie d'autrui aussi. Voilà, troisième qui est pas inscrit sur le slide. C'est pas neutre puisque vous voyez les peines encourues pour une personne physique sont importantes, hein, ça peut aller jusqu'à 75 000 € d'amende et ou 5 ans jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Alors, dans la réalité, bien évidemment, le juge tient compte, du casier judiciaire, de l'attitude de la personne qui est poursuivie et on souvent quand même on est loin, de ces montants ou de ces peines d'emprisonnement. C'est plutôt des peines d'emprisonnement avec sursis, mais voilà, c'est pas neutre quand même et surtout, même si vous prenez 1 mois de prison avec sursis, c'est pas bon en termes d'image, quoi. C'est très mauvais, hein, et puis, pour les personnes morales, donc, hein, puisque j'ai dit tout à l'heure que les personnes morales peuvent voir leur responsabilité pénale engagée, c'est 5 fois le montant de l'amende qui est prévu pour la personne physique. Donc là, en l'espèce, bah, ça peut aller jusqu'à 5 fois, 75 000 €, donc 375 000 €. Voilà. Là encore, c'est de la théorie parce que dans les faits, c'est pas les montants sont moindres. Hem, ce sont ce qu'on appelle des délits non intentionnels. Hein, donc ça veut dire en clair que l'accident c'est un accident qui est survenu, hein, on et donc du coup, quand on est sur des délits non intentionnels, le code pénal exige qu'on démontre une faute de la part de la personne qui est poursuivie ou des personnes qui sont poursuivies. Donc, comme je le disais tout à l'heure, hein, vous avez 2 hypothèses selon que l'auteur des faits est à l'origine directe ou indirecte des dommages, hein, pour une personne physique, hein. La cause directe, je ne reviens pas, hein, faute simple. La cause indirecte, une faute d'une certaine gravité, on parle d'une faute qualifiée. Donc c'est plus que la faute simple, hein, c'est la faute lourde quand même. Et le code pénal en prévoit 2. Soit vous avez violé de façon délibérée une obligation de sécurité ou de prudence qui est prévue par un texte spécifique. Soit vous avez commis ce qu'on appelle une faute caractérisée, donc une faute grave. Et souvent, dans les faits, ce qu'on relève, c'est que la faute caractérisée, c'est un cumul de fautes simples. Vous avez commis plusieurs fautes qui, en pris isolément, sont des fautes simples, donc qui ne donneraient pas lieu normalement à condamnation pénale. Mais comme vous en avez commis plusieurs et qu'elles se cumulent, et ben à la fin, ça fait une faute caractérisée. Voilà. Donc c'est vrai que souvent, c'est ces situations-là auxquelles on est confronté. Alors j'ai remis, je ne sais pas encore une fois s'il y a des élus qui suivent cette webconférence, mais j'ai mis également l'article du Code général des collectivités locales qui rappelle que le maire, sur le territoire de sa commune, est responsable de la sécurité publique, hein, il est garant du bon ordre, et qui comprend entre autres la sécurité publique et qui comprend notamment le soin de prévenir et de faire cesser par la distribution de secours nécessaires les accidents et fléaux calamiteux, mais aussi de garantir le bon ordre dans le cadre des rassemblements qui peuvent avoir lieu sur le territoire de sa commune. Donc en clair, notamment lors de fêtes et de manifestations qui peuvent être organisées sur son territoire. Là, en l'espèce, on avait donc des barnums qui avaient été prêtés par la commune au comité des œuvres sociales et ces barnums avaient été installés par les agents de la commune.
Et en fait, donc il y a eu une expertise, hein, judiciaire, hein, qui a été ordonnée par le parquet et cette expertise judiciaire a démontré que les barnums étaient insuffisamment lestés. La deuxième difficulté qu'il y avait, c'est qu'il y avait plusieurs barnums qui étaient installés les uns à côté des autres et lorsque des barnums ou des tivolis comme ça, alors ça suppose quand même qu'il y a un minimum de personnes, hein, qui soient autorisées à être installées au niveau de ces barnums, de capacité d'accueil, on va dire, de ces barnums. Mais lorsque vous avez comme ça plusieurs barnums qui sont installés les uns à côté des autres, et donc en deçà d'une distance de 8 mètres, voire 5 mètres, euh, on considère que ça constitue un seul et même équipement. Et donc, dans cette hypothèse-là, qu'il est soumis à la réglementation sur les établissements recevant du public et plus particulièrement la réglementation qui concerne les chapiteaux, tentes et structures. Et donc, ça veut dire que vous devez faire passer une commission de sécurité et que cette commission de sécurité doit donner un registre de sécurité qui vaut en fait autorisation parce que l'installation est conforme et respecte les règles de sécurité. Et puis, autre point, c'est que l'enquête a révélé que la commune était placée en vigilance jaune. Il y avait des risques d'orage avec des bourrasques de vent qui étaient annoncées également. Donc, qui était un élément qui était connu, là encore. Alors, je le dis tout de suite, la décision qui a été rendue est une décision qui est surprenante et je suis pas sûr qu'on aurait la même décision aujourd'hui si cette affaire était à nouveau jugée au pénal. Sur le plan pénal, euh, décision des juges. En ce qui concerne le comité des œuvres sociales et du président, donc il y avait l'association et le président qui étaient poursuivis, et puis le maire, hein, dans cette affaire, et la commune. En ce qui concerne le président et l'association, décision logique, il y a eu relax du président du COS puisque ce n'était pas ses installations et que c'était pas lui qui en avait fait ou ni les membres de l'association qui les avaient installés. Donc, pas de responsabilité pénale et ça c'est tout à fait logique. En revanche, alors c'est pas écrit sur le slide, ce qui est plus surprenant, c'est que ni la commune ni le maire n'ont été poursuivis pénalement, enfin n'ont été condamnés pénalement, alors que sincèrement, compte tenu des éléments que je vous ai développés, il y avait un certain nombre de cumuls de fautes et à mon sens, on rentrait très clairement dans un risque de responsabilité pénale pour faute caractérisée, puisqu'il y avait eu une violation quand même des règles de sécurité, notamment de conformité d'une part des installations. Les agents n'étaient pas formés et en plus, les équipements n'étaient pas aux normes et le maire était informé d'un risque de coup de vent et donc d'un risque d'accident pour les, euh, pour les spectateurs. Néanmoins, le juge pénal a prononcé également la relaxe à l'égard du maire et de la commune. Par contre, sur le plan administratif, alors l'association, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, elle avait récupéré des installations, donc elle en était gardienne, donc elle était responsable civilement des dommages subis par les spectateurs. Donc l'assureur de l'association a indemnisé à l'amiable les victimes, et il est d'ailleurs toujours en train de les indemniser parce que toutes ne sont pas consolidées, donc il y a encore des indemnisations qui sont versées. Et sur le plan administratif, l'association s'est ensuite retournée contre la commune et le tribunal administratif a condamné la commune à indemniser l'association qui avait elle-même indemnisé les victimes. Voilà. Donc, j'en reviens à la question de la sécurité, mais vous voyez que à chaque fois, finalement, quand il y a une mise en cause, qu'elle soit civile ou pénale, d'une association ou de ses acteurs, c'est toujours sur des questions de sécurité. Et donc, c'est important, encore une fois, j'insiste, de surveiller toutes ces problématiques de sécurité en matière d'organisation, notamment de fêtes et de manifestations. Respecter tout ce qui est déclaration, tout ce qui est normes de sécurité, donc établissement recevant du public, branchement électrique, ça c'est très important. On a des accidents aussi liés à des branchements électriques qui sont tout simplement j'ai envie de dire du bouticage, hein, excusez-moi l'expression, mais voilà, hein, on a des dossiers où c'est une catastrophe, hein, des gens qui se branchent
de façon sauvage sur des compteurs et qui provoquent derrière des Voilà. accidents graves, on en a quelques-uns. Attention également à la vente d'alcool sur les lieux, puisque vous savez que quand vous mettez en place comme ça une buvette, vous êtes limité à vraiment des boissons quasiment pas alcoolisées, hein, et que bah, il faut faire attention à ne pas vendre de l'alcool plus fort parce que bah, là aussi il y a des cas de mise en jeu de responsabilité pénale. Et puis également tout ce qui est également lorsque vous menez une activité sur le domaine public d'une commune. Alors là c'est plus à la commune de faire attention mais de bien délimiter le parcours, le périmètre de sécurité. Là aussi, on a un certain nombre d'accidents, hein, nous, notamment en matière d'organisation de fêtes taurines, hein, avec des accidents qui surviennent parce que le taureau s'échappe ou a la possibilité, en tout cas, de sortir du périmètre de sécurité, par exemple, hein. Voilà. Donc c'est vraiment tout ce qui est organisation en amont, organisation et donc surveillance au moment de l'activité, et puis entre guillemets, bien briefer les personnes qu'elles soient bénévoles, adhérentes ou autres, qui participent à l'organisation de la manifestation pour que chacun soit bien au courant non seulement de son rôle, mais aussi des règles et des consignes de sécurité qu'il doit faire respecter, hein. Et puis bien évidemment, vérifier, que alors vous, association, que vous avez souscrit une assurance, mais aussi lorsque vous passez par un prestataire, que celui-ci ait souscrit aussi une assurance. Alors on passe au slide suivant. Justement, quelle couverture d'assurance? Très rapidement, alors bien sûr, hein, vous l'avez compris au travers l'intervention, un contrat de responsabilité pour vous couvrir, de tout risque de responsabilité en cas de dommages occasionnés à des tiers. Et puis prendre en charge les frais de défense qui pourraient être occasionnés en cas d'intervention d'un avocat et donc dans le cadre d'une procédure où vous seriez contraint de voilà hein, vous seriez attrait à cette procédure, il faudra passer par l'intermédiaire d'un avocat et donc vous défendre. Mais ça peut être aussi un expert médical s'il y a une expertise judiciaire. Et là aussi, hein, l'assureur peut diligenter un expert judiciaire un expert pardon pour assister à l'expertise judiciaire. Donc c'est pris en charge par l'assurance. Je dépasse un petit peu la question de la responsabilité, mais bien évidemment, les contrats dommages aux biens de mobilier, si vous avez du mobilier qui a une certaine valeur, parce que bien évidemment, si c'est pas le cas, c'est pas vraiment utile. Mais voilà, c'est quelque chose, c'est une question qu'il faut en tout cas vous poser. Et puis, vous pouvez également souscrire un contrat individuel accident corporel pour les membres notamment du bureau de l'association, parce que ce contrat interviendra sans aucune notion de responsabilité. Vous avez un accident, vous avez une incapacité supérieure à 5%, parce que souvent c'est ça ce qui est l'élément déclencheur. Tout ce qui est inférieur à 5% ne sera pas pris en charge, mais dès l'instant où vous avez un accident corporel avec une incapacité permanente partielle supérieure à 5%, dans ce cas-là, le contrat pourra intervenir sans notion de responsabilité. Et puis, vous pourrez bénéficier également de prestations d'assistance. Oui, continuez. Et puis, voilà, contrat de protection juridique, ça, je dirais que c'est plus anodin, mais ça peut parfois être intéressant, mais à vous de voir si vous avez un litige avec des prestataires, notamment, en dehors de toute notion de responsabilité. Et puis, bien sûr, le contrat automobile, si vous avez une flotte automobile, parce que si vous n'avez pas de flotte automobile pour l'association, là, c'est pas nécessaire, bien évidemment. Je vous l'ai déjà dit au travers de la présentation, les bons réflexes en matière d'assurance, qui a la qualité d'assurer, ça c'est très important. Quelles sont vos activités garanties? Quand vous avez comme ça, vous, membre du bureau de l'association, listez l'ensemble des activités que vous êtes amené à réaliser régulièrement, parce que ces activités devront être intégrées dans l'objet de vos activités et donc dans l'objet du contrat. Le contrat d'assurance va garantir un certain nombre d'activités. Donc il faut les lister pour les retranscrire dans le contrat d'assurance, hein. Bien évidemment, les plafonds de garantie, la territorialité, ça c'est lorsque vous allez à l'étranger, vous organisez des séjours à l'étranger, hein, bien vous assurer que la territorialité fonctionne.
Et puis, l'étendue également des garanties assistance parce que si vous êtes à l'étranger puis qu'il y a nécessité de rapatrier une personne, là encore, ou au contraire parce qu'une personne qui est à l'étranger fait l'objet d'une opération ou d'une hospitalisation urgente, la possibilité aussi pour les membres de sa famille d'être au contraire, transportés à l'étranger pour pouvoir, accompagner la personne qui est hospitalisée d'urgence à l'étranger, hein. Donc voilà, il y a des situations comme celle-ci qu'il faut vérifier dans vos contrats d'assurance si vous êtes amené à mener une activité qui peut être, une activité, à l'étranger, hein. Et puis au-delà, de tout ça, moi ce que je voulais vous dire, c'est que l'assurance, c'est bien. Alors c'est un assureur, hein, qui parle, ça peut surprendre, mais, il faut bien aussi avoir conscience que l'assurance ne répare pas tout. D'où l'importance de prévenir et de faire de la prévention en amont. Hem, Si je reprends, l'exemple tout à l'heure, les 2 exemples d'accidents corporels qui se sont produits, même tous les exemples, que ce soit responsabilité pénale ou responsabilité civile, on a indemnisé les victimes, mais le traumatisme humain, il est là, lui. Et quelque part, le traumatisme humain, l'assureur ne peut pas le régler. Ça, on peut indemniser, mais ça ne l'enlèvera pas. Donc c'est important en amont, voilà, de faire de la prévention, de bien être attentif, aux situations à risque et de briefer, les personnes qui participent aux activités pour que, on évite, heu souvent, les situations à risque et donc les accidents. Voilà. Maintenant, encore une fois, comme je l'ai dit en introduction et ça sera mon propos de conclusion, heu, en principe, ça se passe bien. Je veux pas non plus vous, entre guillemets, «vous casser le moral», hein, et vous empêcher de continuer vos activités, bien au contraire. Mais voilà, ayez ces repères en tête pour que demain, quand vous organisez une manifestation, une activité, bah, vous ayez quelque part, les bons réflexes qui vous permettent de dire: «Bon, bah, attention, là, dans telle situation, il faut que je fasse attention, il faut que je briefe, mes personnes ou il faut que je vérifie bien que tout est en règle pour éviter, tout, accident et toute mise en cause en cas d'accident». Pour la petite histoire, sachez quand même qu'en général, les assureurs qui ont l'habitude d'assurer des associations font aujourd'hui ce qu'on appelle des contrats multirisques pour les associations. Donc qui sont assez étendus, assez larges et qui permettent de couvrir les différentes situations que je vous ai exposées, hein. Mais voilà, c'est pas toujours le cas, donc ça coûte rien d'aller vérifier et de poser la question à votre assureur lorsque Ouais, vous mais allez comme ça mener une activité vous ou avez autre. dit vous-même qu'il fallait bien vérifier Oui, oui, l'objet de l'association, les oui, activités principales qu'on Ah faisait, ouais. ce qui veut dire que quand il y a une activité exorbitante, disons, de nos statuts, un peu importante, il faut penser à faire, à avoir le réflexe assurance parce qu'il faut peut-être une assurance ponctuelle à ce moment-là pour une activité précise, quoi, qu'on ne refera pas, d'aussitôt, mais qu'il faut pas prendre le risque et il suffit que ça, que la pluie tombe sur nous, quoi, hein, voilà. tout à fait. Non, mais de toute façon, j'ai envie de dire, comme on dit régulièrement, ça mange pas de pain. Quand vous Ouais. avez comme ça une activité, et que vous avez un doute, de poser la question à votre assureur, hein. Mmh. Au moins, vous aurez une réponse et vous serez tranquille. Bon, voilà. Bon. Eh ben, merci Écoutez, infiniment voilà, il faut savoir de terminer cet les choses éclairage. et merci beaucoup pour la Je qualité vous de en votre prie. intervention et je vous dis à bientôt, moi, puisque j'espère vous rencontrer, lors d'une réunion, quoi, voilà. Eh ben, écoutez, ça sera avec plaisir. Voilà. Il y a pas de souci.